Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo cette fois-ci qui va parler des cours qu'on aime enseigner. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Les cours que l'on déteste enseigner » parce qu'il y a, comme toute personne normalement constituée, des cours qu'on n'aime pas quand on est élève recevoir, et quand on est professeur, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des cours qu'on n'aime pas faire, tout simplement. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que enseigner l'histoire antique et l'histoire médiévale, bah, c'est pas trop mon truc. Enfin, le début de l'histoire médiévale, j'aime pas trop ça. La fin, ça va un petit peu mieux à partir du 10e, 13e siècle, voilà, constitution des villes, l'histoire avec les seigneuries, l'indépendance des villes, ça c'est sympathique, la construction monarchique également, mais après moi je préfère principalement de toute façon l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, ce qui fait que dès qu'on se retrouve avec de l'histoire qui est plus lointaine, j'ai un petit peu plus de difficultés, ou en tout cas j'ai un petit peu moins d'attrait, ce qui explique aussi pourquoi chaque année je privilégie plutôt d'avoir des élèves de 4e et des élèves de 3e. Même si j'aime bien le programme de géographie de 5e qui est orienté sur le développement durable et sur la lutte contre le changement climatique, donc du coup c'est vrai que j'apprécie bien aussi d'avoir des 5e, et surtout j'ai tendance à très vite m'ennuyer, donc j'aime bien pouvoir varier les cours et bon, les supports de cours, mais surtout pouvoir varier les périodes, varier aussi les âges. Alors, en dehors des 6e, où vous l'avez peut-être compris, parce que c'était clairement pas le niveau Enfin, disons que les 6e et moi, on s'est apprécié, mais une bonne année aurait été suffisante. Je n'ai rien contre les 6e en soi, c'est juste qu'encore une fois, ce sont des petits. Et c'est très bien des petits, c'est très euphorique des petits, mais je préfère les grands, voilà. Et puis c'est surtout en fait que le programme en soi ne m'intéressait pas trop. Voilà. S'il y a des cours qu'on n'aime pas enseigner, il y a évidemment des cours que l'on préfère et des cours que l'on adore. Et étant spécialiste, ou en tout cas m'étant spécialisée lors de mes études dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, et également dans l'histoire contemporaine de manière générale, moi les cours que je préfère faire, ce sont ceux qui sont faits pour les 3e, ou quand on est au lycée, je crois que c'est ceux pour les peut-être fin première, terminale, qui sont tout simplement les cours qui correspondent au début de la Première Guerre mondiale et qui vont aller jusqu'en 1889, chute du mur de Berlin, 1891 à la limite, effondrement de l'URSS, avec toute la période de la guerre froide, et avec également des parallèles qui peuvent être effectués avec l'actualité. Ce que je vais faire, c'est que comme avec l'autre vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on peut préparer un cours, parce que vous avez l'air d'apprécier quand c'est des vidéos où je fais absolument rien d'autre que préparer des cours, ou discuter de mes cours, ou corriger des copies. Ce qui reste un peu un mystère pour moi. Si vous pouvez me dire ce que vous aimez bien dans le fait que je fasse rien, ça m'intéresserait. Donc je vais vous laisser voir un petit peu comment je prépare certains cours, notamment là, un cours qui concerne la montée des états totalitaires entre les années 1925 jusqu'aux années début de la Seconde Guerre mondiale, donc 1939, sachant que de toute manière, la période que je préfère enseigner de façon générale, c'est celle qui va débuter à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, donc au moment de la montée des États totalitaires, avec parallèlement les États démocratiques qui font comment ça, Hitler, tu envahis d'autres pays? Non, non, écoute, ça nous intéresse pas, nous on préfère nos petits soucis personnels. Voilà, donc ça, pour montrer les 3 états totalitaires, donc avec Mussolini, Hitler et Staline, avec également les différentes idéologies, sur comment se construit un état totalitaire, sur l'embrigadement de la société, et après, la Seconde Guerre mondiale, avec l'aspect plutôt international, où là on va s'intéresser aux phases de la guerre, puis à la Shoah, et ensuite ce qui se passe en France avec la résistance et la collaboration. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose. Non, c'est pas ma bibliothèque, même si on est d'accord, ma bibliothèque elle est super jolie, elle est incroyable, même si là elle est pas rangée, et que ma carte elle est super aussi, mais c'était une carte justement. Figurez-vous que au château de non pas Chambord, Amboise, je vous invite encore une fois à aller regarder le vlog que j'avais fait sur les châteaux de la Loire, et j'ai trouvé une frise chronologique que je vais pouvoir accrocher dans ma salle de cours. C'est merveilleux, parce que d'habitude les frises chronologiques elles sont quand même pas trop d'actualité, elles sont un petit peu moches, et puis faut dire ce qui est, les dates elles correspondent pas forcément toujours à ce qui m'intéresse, alors que là, il y a les 4, 5 périodes. Ouais, il y a la préhistoire. Bon, on rappellera quand même que la préhistoire ne fait pas partie de l'histoire, parce que l'histoire commence à la naissance de l'écriture, en moins 3000. Mais bon, c'est pas grave.
disons que l'historienne que je suis va accepter cette... voilà. On va rien dire. Parce qu'elle est vraiment très bien faite, et surtout en plus elle est assez... Oui, c'est compliqué de la lire, mais elle est assez actuelle, parce qu'il y a même Emmanuel Macron qui est mentionné comme président de la République, et les dates, elles sont quand même, très bien. Je veux dire, c'est pas que centré non plus sur des dates où des fois, excusez-moi, mais on en a un peu rien à faire. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a là? Non, bah voilà, il n'y a pas 1515. Enfin, j'ai rien contre la bataille de Marignan, hein, mais c'est une bataille parmi tant d'autres. Je veux dire, François Ier, il en a gagné d'autres. Hein. À un moment donné, question de l'esclavage, sac de Napoléon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi ça? Bon, je sais pas ce que c'est. Front populaire, loi sur le congé payé, appel du général de Gaulle. Je pense qu'il faut toujours mettre l'appel du général de Gaulle. Là, regardez. Elle est pas trop bien faite? Attendez. Génial cette carte. Plus flou, plus flou, je suis plus flou. Dites-moi si je suis flou. Oui, je sais, c'est pas en direct, de toute manière, ça ne changera rien. Bon, alors bref, je reprends mes milliards et demi de clé USB. La rouge. Parce que la rouge, c'est celle des troisièmes. Oui, je sais, c'est toujours pas indirect, c'est pas du tout interactif. Ah, autre problème, vous voyez, quand vos ordinateurs, téléphones et tout sont connectés. Déconnectez-les. Là aussi, j'ai mon distracteur qui me parle. Troisième. Donc thème 1, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales. Grand thème central, divisé en 4 chapitres. Donc civil et militaire durant la Première Guerre mondiale, démocratie fragilisée, Seconde Guerre mondiale, la France défaite et occupée. Alors, du coup, voilà, comme je vous disais, un cours que j'aime beaucoup enseigner, c'est celui sur les régimes totalitaires. Alors, généralement, ce qui est préconisé, surtout pour les petites classes, c'est qu'on est plus centré sur on fait des activités et on fait moins de cours magistral, mais je ne suis pas d'accord avec ces méthodes, donc j'applique mes propres méthodes. Non, les élèves doivent de toute manière avoir un support de tout cours, un support d'activité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, ou alors vraiment sur des séances très exceptionnelles, faire 1 heure de magistral sur des collégiens, ou alors vous n'êtes pas dans n'importe quel collège, c'est-à-dire que vous êtes dans un collège de compétition. Hein. Donc non, là il faut toujours que normalement vous ayez, moi je suis pour une partie magistrale, d'apport de connaissances, parce que n'en déplaise à tous les inspecteurs qui disent que la connaissance doit jaillir des documents et des élèves, bah, la connaissance elle jaillit pas des élèves, parce qu'en fait ils lisent pas les documents. Donc il vaut mieux leur faire un moment où vous parlez du cours de façon, vous apportez les connaissances que vous voulez leur donner, et après vous passez du coup à l'activité. Alors, vous avez de très bons élèves qui vont vous dire, vous l'avez dit à l'oral, vous pouvez éventuellement pour ces élèves-là préparer d'autres questions pour justement qu'elles soient un peu plus complexes ou pour s'ils s'ennuient parce qu'ils ont fini plus tôt, mais vous verrez que de toute manière la plupart des élèves, c'est pas qu'ils vous auront pas écouté dans la première phase, il y en a qui vont vous écouter, mais il y en a qui vont pas retenir parce que ils faisaient autre chose en même temps. Par exemple, ils volaient un stylo à un camarade, ou ils discutaient, voilà, ils sont perdus dans leurs pensées. Ce qui fait que les élèves vont capter des informations, mais pas forcément tout. Et ils seront plus propices à lire des documents en ayant eu des réflexions, des apports de connaissances, du coup, qui auront été apportés par le professeur, plutôt que si vous balancez des documents comme ça, j'ai tenté. Après, vous pouvez le faire. sur certaines choses, ça marche. Par exemple, moi j'aime bien des fois faire des activités en groupe, et là je fais que donner des documents, et comme ils sont en groupe, techniquement, ils sont censés mutualiser leurs connaissances, et chacun récupérer un peu les docs. Bon, ça marche aussi, pas forcément en groupe, mais voilà, moi j'aime bien, encore une fois ça dépend quoi, mais donner des infos, et après, donner l'activité. Surtout en histoire. Je le fais moins en géo. En géo, je commence généralement par des activités et après de l'activité, on va tirer la leçon, mais parce qu'en géo, c'est une démarche déductive, je crois. On déduit, oui c'est ça. En fait, on part d'une étude de cas, donc d'un cas particulier, d'un exemple, et ensuite on va en tirer des informations. Mais c'est pas trop pareil en histoire, parce qu'en histoire, il y a tellement déjà d'infos qu'il vous faut pour comprendre le contexte d'un document, que des fois, il vaut mieux le travailler. Alors, du coup, pour vous montrer un petit peu, donc moi, comme vous avez bien cru le comprendre, ou pas, sauf si c'est la première fois que vous regardez des vidéos, j'ai tendance à ranger, classer tous mes documents, donc par dossier. Je vous invite à le faire, quand on est organisé, ça aide. Quand on n'est pas organisé, ça aide aussi de s'organiser. Et dans chaque dossier, vous avez des sous-dossiers. Voilà. Et vous avez des diaporamas, parce que j'aime beaucoup les diaporamas.
je songe à me reconvertir pour aller travailler au CNED, pour leur fournir que des diapos, parce que des fois je me dis qu'en fait, je crois que je préfère préparer des cours, tout l'aspect paperasse qui est autour, plutôt que le cours lui-même. J'adore la relation avec les élèves, mais c'est comme tout. Il n'y a pas tout en fait que vous allez aimer dans votre métier, ce qui est normal. Il y a des choses que vous allez préférer, des choses que vous allez moins aimer. Moi j'aime beaucoup tout l'aspect préparation, j'aime beaucoup le côté, bah voilà, encore une fois la relation avec les élèves, le fait de me sentir utile, j'aime bien le côté administratif, parce que j'aime bien l'administration, j'aime beaucoup les réunions, j'aime beaucoup les collègues de travail. Par contre, donner le cours en lui-même, hormis certains cours vraiment que j'aime beaucoup, c'est pas ce qui m'amuse et me plaît le plus, parce qu'il y a un aspect quand même dans le métier d'enseignant qui est très répétitif, hein. Je veux dire, vous enseignez, mais chaque fois le même cours la même année. Donc bon, ça peut vite devenir rébarbatif. Donc là, pour le chapitre sur les régimes totalitaires, j'ai 3 diaporamas. Donc j'ai une entrée qui est plus centrée... Voilà, hop, hop. Pour vous montrer... Bon, alors, pour les fanatiques d'Eduscol, c'est-à-dire, encore une fois, des préconisations du gouvernement, en gros, je rappelle que quand vous commencez un cours, si vous le préparez pour la première fois, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, sur le site de l'Éducation nationale, et vous avez des fiches Eduscol, donc qui vous permettent de comprendre comment doit être traité le thème. Donc là, sur la fiche en question, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, on vous indique qu'il y a du coup 4 chapitres, voilà, civil et militaire, démocratie, Deuxième Guerre mondiale, France défaite et occupée, et vous avez... Ah oui, j'avais jamais remarqué qu'ils avaient marqué Deuxième Guerre mondiale et pas Seconde Guerre mondiale. Eh oui, ça veut dire qu'ils ne pensent pas qu'il y en aura une troisième. Bon, à savoir, parce que le contexte actuel, quand même, ressemble étonnamment... Je suis prof d'histoire, moi, hein, j'enchaîne le passé, pas l'avenir, ce que je dis souvent aux élèves quand ils me demandent s'il va y avoir une prochaine guerre, mais disons que le contexte actuel n'est quand même pas très cool, et qu'il ressemble étonnamment au contexte qu'on avait dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire crise économique, inflation, conquête de territoire, des conflits, des alliances. Bon. On va espérer qu'il ne se passera rien. Donc, on reprend. Là, voilà, on vous dit pourquoi enseigner le thème l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales au 3e. On vous explique, voilà, pourquoi ça a été un tournant marquant dans l'Europe. Spoiler, parce que il y a eu plein de morts et que tout a été ravagé et détruit. On cherchera, voilà, de manière à faire comprendre, en gros, certaines choses très importantes aux élèves. On vous demande, bon, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, vous pouvez les lire, mais... moi je me fous. Quels sont les points forts du thème pour l'enseignant, comment les sociétés... voilà, en gros, on vous dit qu'il ne faut pas faire que du militaire, c'est-à-dire qu'avant on enseignait plus une forme d'histoire bataille, là on vous dit, voilà, en gros, comment les guerres ont transformé les sociétés, les individus, la politique, donc quels sont l'impact des guerres. Voilà, les progrès machin, les conflits sur quoi elles ont débouché, Alors, juste pour vous rappeler quand même, le BO est injonctif, c'est-à-dire qu'en fait, le BO, c'est ce qui est obligé de faire, c'est le programme. Les fiches Eduscol, elles sont faites, alors, des historiens, des professeurs, des universitaires, des gens, mais elles sont pas obligatoires, c'est-à-dire que c'est un guide pour vous aider pour faire le cours. On vous dit ce qu'il vaut mieux faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, donc vous pouvez, comment le mettre, voilà, ça c'est bien, comment mettre en œuvre le thème en classe. La notion de crise sert de fil conducteur, comprendre l'ampleur des crises, tatati tatata. Voilà, il convient de mettre en place une progression chronologique. Oui, ça aide. Alors, ça aide, je vous dis ça pourquoi? Parce que les gens qui constituent les programmes aiment beaucoup changer en fonction des réformes, en se disant, est-ce qu'on fait du chronologique, du thématique, du chronologico-thématique? Donc là, on fait du chronologico-thématique, c'est-à-dire qu'on fait du chronologique, mais on fait des entrées thématiques. Ce qui me demande à... Enfin, ce qui me demande, non, on me dit de travailler de manière chronologique, personne ne me demande de faire une frise. Les premières années, je faisais pas de frise chronologique. Et c'est un de mes anciens élèves qui était venu en stage, l'année après que je l'ai eu, et qui m'avait dit, moi j'adore les frises, et en fait c'est ça qui me permet de me repérer, et ce qui me perturbait en fait dans le cours l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas de frise. Je me suis dit, oh, il a raison. Elric, si tu passes par là, maintenant je fais des frises, sache-le. Donc depuis, je fais des frises chronologiques. Surtout pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, comme ça les élèves peuvent bien se repérer. Je vais vous la montrer. Celle-là, c'est celle sur la Première Guerre mondiale, qui permet du coup de voir les différentes phases de la guerre. Donc au début, guerre de mouvement, puis guerre des tranchées ou guerre de position, et deuxième phase de la guerre de mouvement.
et on peut voir aussi les différentes alliances. Et pour la... Non, alors là, vous l'aurez pas, mais par contre, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est pareil. J'ai aussi... Voilà, donc là, c'est celle sur la... Je vais vraiment plus parler aujourd'hui. Ça, c'est celle sur... C'est dur à dire, ça, c'est celle sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, se repérer dans le temps, c'est la compétence, hein, parce que maintenant, on travaille par compétence. En histoire, surtout, se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace. Voilà, c'est les deux compétences travaillées sur cette activité. Voilà, avec les différentes phases de la guerre. La première phase qui est concentrée sur les victoires de l'Axe, qui sont représentés en dessous, les pays qui font partie de l'Alliance Allemagne, Japon, Italie, et ensuite victoire des Alliés, donc c'est la deuxième phase, qui est un retournement après la bataille de Stalingrad, où là vous avez plutôt pour de nouvelles batailles, voilà. Les étoiles, c'est des batailles en fait, et les élèves après doivent la compléter. Voilà, bon pareil là. Hop, donc je reviens parce que là je me suis un peu éparpillée. Donc en gros je vous disais que j'ai plusieurs diaporamas pour mon cours sur les états totalitaires. J'ai un premier diaporama qui est sur... Il démarre comme ça. Ah non, voilà. En général mes cours commencent toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon introduction. Donc vous avez le titre, vous avez la problématique, vous avez l'introduction. Et ensuite vous avez un grand 1, un grand 2, un grand 3. Voire un grand 4, un grand 5, quand je m'emballe un peu, ou que je couple des chapitres entre eux, voire des petits A, des petits B, ça dépend un petit peu. Donc là, la première partie, en gros, c'est la démocratie, l'élection du Front Populaire, donc c'est une partie plus centrée sur la France, où on va surtout travailler sur le personnage, voilà, de monsieur Léon, et des socialistes, enfin, de l'association de la SFIO, donc il y avait les socialistes, il y avait le Parti Radical et le Parti Communiste, avec, voilà, monsieur, encore une fois, Léon Blum, et je crois que je fais un témoin. Ah non, c'est le discours. Oui, c'est le discours du Front Populaire, avec les différentes mesures qui sont faites. Ça, c'est leur activité. Et j'ai ensuite un diaporama sur... Voilà, j'ai ensuite donc l'URSS de Staline, les nazis avec Hitler, et on ne nous demande pas spécialement de présenter Mussolini, mais moi, généralement, ce que je fais, c'est que je présente les trois, parce que je me dis autant qu'ils aient les informations sur les trois. Là, ce que je vais leur demander en fait aux élèves, je vais leur fournir... Alors d'abord, moi je vais avoir un moment où je vais parler, tout simplement, pour que ils vont m'écouter parler, hein, parce que je suis vachement intéressante comme personne, donc j'estime que c'est intéressant de m'entendre parler. Non, j'estime surtout que moi, quand j'étais élève, c'était mon cours préféré. Non, je sais, faut pas dire qu'on adore des guerres, mais c'était le cours que je trouvais le plus intéressant. Et... franchement, si j'avais pas eu mon professeur qui m'avait raconté cette période, qui m'avait laissé en fait visualiser les choses, alors là je mets un diaporama, donc ils peuvent s'appuyer sur des images, mais aussi réfléchir, enfin discuter, qu'il y ait vraiment de l'interaction, qu'il y ait de l'échange, qu'on puisse poser des questions, ça m'aurait frustré en fait, si on m'avait juste donné des documents en me disant vas-y débrouille-toi et imprègne-toi du cours et tu verras, ça se fera tout seul. Voilà, ça m'aurait perturbée. Donc moi je pars du principe que j'ai envie, et puis en plus c'est un cours qui m'intéresse beaucoup, sur lequel moi j'ai quand même pas mal de connaissances, donc j'ai envie de leur apporter des connaissances. Donc je commence par leur expliquer ce qu'est un régime totalitaire, voilà, donc régime politique dans lequel l'État impose une idéologie officielle, qui use de violence, qui veut contrôler l'ensemble de la société. Ensuite je fais un premier point sur Staline et le régime totalitaire communiste. Bon voilà, c'est quoi la naissance de l'URSS, de Lénine à Staline, qu'est-ce que c'était déjà le parti bolchevique, comment on a installé un régime communiste, l'idéologie communiste en gros, comment Staline succède, prend la place de Lénine en évinçant ses amis, n'est-ce pas, hein, en éliminant un à un et puis en les envoyant en pom-pom dans les goulags. Ensuite, on fait tout un petit parti sur le culte de la personnalité. Ensuite, évidemment, sur la collectivisation des terres, comment on applique les principes du communisme. Une partie sur l'embrigadement de la société. Et une partie sur la répression et la violence du régime, avec la mise en place des goulags, donc les camps qui sont en Sibérie, et également de la police politique soviétique, la NKVD. Ensuite, je fais un second point, cette fois sur Mussolini. Je fais exprès de ne pas mettre Hitler tout de suite parce que les élèves attendent Hitler. Le régime nazi, c'est celui qui les questionne le plus, c'est celui qu'on connaît le plus de manière générale, internationale, donc je le mets à la fin, comme ça ils m'écoutent avant, parce que du coup ils veulent avoir la fin. Mussolini, donc petit point, qui est Mussolini, qui se présente comme restaurateur de l'ordre, de la grandeur de la société ancienne, de la Rome antique. L'idéologie fasciste, du coup comment elle fonctionne, l'étatisme, le nationalisme, l'encadrement encore une fois de la société, et l'aspect répressif, il est où?
Bon, je l'ai pas mis, mais en fait l'aspect répressif, vous avez des camps sur une île, pas le plus impressionnant, et c'est un peu compliqué de trouver des sources surtout dessus. Et dernier point, Hitler et le régime totalitaire, ce qui me prend généralement le plus de temps. Là, je vais pas vous mentir, je pense qu'en 1 heure, on fait pas tout le tour du diaporama. Et là, je fais du magistral, hein, pour une grande partie. Après, j'ai une activité qui est assez longue, hein, mais j'ai une grande partie qui est quand même en magistral. Donc, partie en gros sur qui est Adolf Hitler, rappel, hein, qu'il a fréquenté des groupes racistes, qu'il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale, qu'il a pris la direction en 1920 de la NSDAP, donc le parti nazi, qu'il a rédigé plus tard Mein Kampf, sa théorie raciste, qu'il a remporté des élections, donc il est arrivé au pouvoir de manière légale, rappelons-le, comme beaucoup de dictateurs. Comment fonctionne en gros le nazisme en soi, l'idéologie de la race, l'idée qu'il y a une race supérieure, d'autres des races inférieures. Donc race supérieure, de manière il n'y en a qu'une, les autres sont tous inférieurs, et s'ils ne doivent pas être éliminés, il faut qu'ils soient soumis au régime. C'est pour ça que des élèves souvent me demandent du coup si on va lire Mein Kampf. Alors, j'ai des extraits de Mein Kampf, voilà, notamment sur ce que Hitler pense des Aryens et des Juifs, ou sur la théorie de l'espace vital. Mais ce que j'essaie d'expliquer aux élèves, c'est que ça n'a aucun intérêt. Enfin, à part historiquement parlant, parce que vous êtes historien, que vous faites des recherches précises dessus, Mein Kampf n'a aucun intérêt. Il y a des dictateurs qui écrivent des choses qui peuvent potentiellement être, alors je vais pas dire intéressant, mais ou en tout cas, on va dire qu'au niveau de la plume et du style, ils écrivent bien. On peut pas dire que ce soit un style exceptionnel, hein. Enfin, excusez-moi, je sais qu'il voulait être artiste, monsieur Adolphe, mais c'est pas pour rien qu'il a été refusé aux Beaux-Arts, et je pense qu'il n'aurait pas été accepté non plus en faculté de lettres. Donc, l'idéologie, en gros, pourquoi ils sont racistes, c'est vraiment, il y a une explication à ça, mais bon, voilà. Comment fonctionne la police du régime, là les SS qui sont en gros les plus proches d'Hitler, parce qu'il y a quand même plusieurs... Enfin, il n'y a pas que les SS... Alors, j'arrête tout de suite tous les gens qui, sur les commentaires, vont me dire « Oui, mais alors attends, il y a lui, tous les spécialistes là, qui vont tous me citer des noms. » Nous sommes sur un cours de 3e. Je sais, effectivement, je ne dis pas tout sur un cours de 3e, et si vous êtes prof, sachez-le, vous ne pourrez pas tout dire. À un moment donné, il faut faire des choix, voilà. Et tout choix suppose d'abandonner certaines choses. Donc je ne peux pas parler de tout, parce que si je m'écoutais, je ferais une année entière sur ce chapitre, ce qui n'est pas possible. Donc là je me concentre sur certains points importants qui me semblent du coup importants que les élèves voient, sachant que je sais qu'ils vont retraiter de toute façon ces sujets quand ils vont arriver au lycée. Bon, petit point sur comment l'antisémitisme est enseigné aux élèves, hein, enfin leur expliquer que l'allemand est un homme fier et brave qui sait travailler, tandis que son homologue juif, lui, au contraire, est un grand coquin qui est là pour s'immiscer au sein du Reich. Enfin, l'idée étant surtout de faire comprendre aux élèves qu'il y a un véritable embrigadement de la jeunesse et de la société et qu'on endoctrine les enfants de très très jeunes et que l'école, en fait, est utilisée pour ça. Ce qui est une petite façon de leur faire remarquer aussi qu'il faut faire attention aux idées qu'on essaie de leur mettre en tête à l'école. Bon, petit point ensuite sur les lois antisémites, les lois de Nuremberg de 1935. Et bon, la Shoah, je la mets pas là parce que souvent le problème, et vous allez voir si vous êtes prof sur ce chapitre-là, ce que j'essaie d'expliquer aux élèves, c'est que oui, le premier camp de concentration qui ouvre à Dachau, bon, excusez-moi pour les Allemands, les germanistes, hein, vous me corrigerez mon accent, mais il ouvre en 1933. Donc il y a des juifs qui y sont enfermés, mais au départ, on est surtout sur des enfermements des opposants au régime nazi. Tout ce qui concerne la solution finale et la Shoah telle qu'elle a été mise en place de manière industrielle, il faut attendre 1942. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort avant 1942. La Seconde Guerre mondiale débute en 1939. Il y a ce qu'on appelle au départ la Shoah par balle, donc l'élimination des personnes qui a été faite, mais avec des balles, Shoah par balle. Shoah, c'est la catastrophe en hébreu. Et après, les nazis, dans leur processus industriel, se sont dit en fait, des balles, ça coûte trop cher, donc on va essayer de les éliminer de manière le plus rentable possible. Oui, je sais, c'est absolument affreux ce que je suis en train de raconter, mais c'est ça, en gros, c'est les éliminer de manière rentable. C'est pour ça qu'ils ont mis en place un processus qui est très particulier et qui, encore une fois, aujourd'hui, questionne les historiens, et je pense que c'est aussi pour cette raison que le nazisme est quelque chose qui est le plus utilisé, c'est-à-dire que des tueries de masse, des génocides, des massacres, il y en a eu. Enfin, je veux dire, l'histoire de l'humanité est faite de guerre. Et elle sera toujours faite de guerre, malheureusement. On n'est pas capable de ne pas se faire la guerre et d'être juste amis, tolérants, et que tout se passe bien. Mais par contre, le phénomène en fait du nazisme est quand même très particulier dans la mesure où on est sur un véritable processus industriel. Et que si on lit d'ailleurs des témoignages
des témoignages, notamment par exemple celui de Robert Merle, donc s'appelle La mort est mon métier. Robert Merle, c'est celui qui dirigeait le camp de concentration d'Auschwitz. D'Auschwitz. Bon, vous avez compris, mon accent allemand est toujours aussi nul. En fait, ce qui est très perturbant à cette lecture, c'est l'aspect déshumanisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression... Enfin, ils traitent de chiffres. Voilà, on a tant de corps à éliminer, on va mettre... Enfin, on va faire comme ça. On va créer des fours crématoires, on va pouvoir passer tant de personnes à l'intérieur dans un temps assez court. Le Zyglombé qui est utilisé, que Eichmann il a mis en place, en fait, c'est pour éliminer le plus rapidement possible. Et si vous regardez des extraits du procès d'Eichmann, il y en a qui sont disponibles sur YouTube, dans le procès d'Eichmann, vous avez justement un homme qui paraît ne ressentir aucune émotion et qui vous explique qu'il n'a fait, alors déjà qu'obéir aux ordres, mais surtout qu'il était convaincu par l'idéologie d'Hitler, et aussi qu'il était, lui, dans un processus purement industriel, ou purement... lui, c'est, j'ai inventé quelque chose, c'était vachement bien, ouais. Lui, c'est, écoutez, on m'a demandé, on m'a expliqué, les transports faut faire comme ça, le Zyglombé faut mettre comme ça, le type faut faire comme ça va bien éliminer des gens, parce que bon, on a commencé par éliminer avec des balles, on a essayé après avec les câbles, pas les câbles, pardon, comment ça s'appelle là, les tuyaux des camions, pour pouvoir intoxiquer. Bon, pareil, il n'y a pas assez de morts, donc comment on fait en fait pour éliminer de manière très rapide? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, du coup, la frise chronologique que je vous ai montrée au début, je vous ai expliqué qu'au départ, il y a deux phases dans la Seconde Guerre mondiale, il y a les victoires de l'Axe et après le basculement de la guerre, après la bataille de Stalingrad, avec à ce moment-là la victoire des Alliés, et au moment où on a ce basculement, c'est quoi ça? Un distracteur. Ce basculement en fait avec la bataille de Stalingrad, c'est que tout simplement, Hitler comprend qu'il va perdre la guerre, il décide de se centrer principalement sur la solution finale, donc sur l'extermination programmée de la population juive. Même si je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu que des populations juives qui ont été exterminées, il y a aussi beaucoup d'autres personnes, notamment les Slaves, les résistants, des homosexuels, des personnes qui étaient en situation de handicap, des personnes qui tout simplement étaient opposées au régime, beaucoup de communistes aussi qui ont été éliminés, tous ceux en gros qui étaient considérés comme étant des races inférieures ou qui avaient osé contester le régime nazi. Mais bref, donc je m'égare, parce que vous voyez, c'est le cours que je préfère, donc je m'égare. Là, je mets pas dans mon PowerPoint que je fais sur la montée des régimes totalitaires la Shoah. Tout simplement pourquoi? Parce que le cours sur les régimes totalitaires, enfin sur les états totalitaires vs démocratie, chapitre 2 donc du programme d'histoire, de 3e, il nous demande dans les bornes chronologiques de s'arrêter en 1939, puisque après on passe sur la Seconde Guerre mondiale qui débute en 1939. Et les élèves, souvent quand ils font des copies qu'ils me rendent, où généralement je mets toujours la même question, c'est-à-dire que je leur demande de me décrire et de m'expliquer les caractéristiques d'un régime totalitaire, donc avec au choix Mussolini, Hitler ou Staline, et ils me parlent. La majeure partie prennent Hitler, et surtout, je pense que, même en les prévenant pendant tout ce cours-là, en leur disant « Ne me parlez pas de la Shoah, 1. Vous ne l'avez pas encore étudié, je ne vous l'ai pas encore expliqué, 2. Ça ne commence pas en fait la Shoah avant qu'Hitler mette en place la Shoah. C'est pas possible en fait, vous pouvez pas éliminer des gens avant que ça soit mis en place. Enfin, avant que le gros du génocide soit mis en place et tel qu'il est expliqué, en tout cas dans vos cours. Et les élèves, en fait, me parlent toujours des camps dans ce cours-là, alors que c'est pas ça qu'on leur demande. Mais encore une fois, si vous êtes élève, je réinsiste, on lit la consigne. Et c'est là où je viens du coup à mon étude. Donc moi, les élèves, ce que je leur propose de faire, de me remplir ce document. Donc en gros, on rappelle qu'est-ce qu'un régime totalitaire, et ensuite, j'ai les 3 régimes totalitaires que je viens de leur expliquer à l'oral, et ils vont, pendant qu'ils m'écoutent à l'oral, donc pendant que je fais moi mon cours magistral, alors ça dépend, il y a des années où c'est pendant que je fais mon cours magistral, il y a d'autres années je leur donne ensuite plutôt des documents et ils vont chercher dans les documents, mais la plupart en fait le font pas avec les documents, je me rends compte qu'ils le font plus avec les souvenirs qu'ils ont eus et l'écoute, et ça peut être intéressant parce que ça demande aussi à ce qu'ils travaillent l'écoute, puis ça vous fait gagner un peu de temps aussi. Donc là en gros à chaque fois ils rappellent comment s'est passée l'arrivée au pouvoir, notamment les dates, qui est le dictateur, bon là c'est pas compliqué, il suffit de recopier au-dessus. Comment fonctionne l'idéologie, communisme, fascisme, nazisme, comment elle s'est instaurée, comment elle a été vraiment
C'est-à-dire que, par exemple, prenez le communisme, ok, vous avez l'idéologie en soi, comment elle est mise en place, collectivisation des terres, on arrête les gens, on les retire dans leur maison. Voilà, pareil pour les différents régimes politiques, idéologie, pardon. À quoi sert la propagande? Donc ça c'est une question un peu plus globale pour rappeler qu'est-ce que c'est que la propagande, comment la société était encadrée, donc embrigadement de la jeunesse, le fait qu'il y ait la police qui les surveille, et comment on les réprime. Donc là ils peuvent parler des goulags pour le communisme, ils peuvent parler de l'île, c'est l'île Paris pour les Italiens, ils peuvent parler du premier camp éventuellement pour de Dachau par exemple pour le nazisme. Et j'ai un dernier point, éventuellement si j'ai du temps, plus centré sur les images de propagande, donc l'utilisation de la propagande en gros par les chefs d'État, tout ce qui concerne le culte de la personnalité, afin de voir comment en fait par des discours, des affiches, de la musique, des vidéos, ils se mettent en avant et ils font en sorte que les populations adhèrent à leur discours et à leur vision des choses. Et je trouve que c'est intéressant parce que on est quand même aujourd'hui dans un monde où on se laisse, je pense, notamment à cause des réseaux sociaux, embrigader assez rapidement, bonjour les fake news, de travailler justement sur tous ces mécanismes qui sont mis en place et tous ces comportements qui visent à faire passer un message, à transmettre une idée justement pour que les élèves soient prémunis vis-à-vis de ça. Voilà, bon après j'ai pas forcément toujours le temps parce que le problème c'est que l'année de 3ème elle est tellement chargée, vous avez tellement en fait de choses à faire, je crois qu'il y a à peu près 25 chapitres, EMC, histoire, géo confondu, qu'en fait vous êtes obligé d'accélérer. Donc après c'est un choix, hein. Maintenant il n'y a plus d'indication de temps sur les programmes, puisque vous pouvez vous attarder plus sur un chapitre qu'un autre, mais voilà, j'ai pas non plus envie à la fin de l'année de me retrouver à balancer des documents, surtout que le thème 3 c'est quasiment que de la politique, et que les élèves, des fois ils ont du mal à le comprendre, donc j'aime bien quand même faire des activités pratiques, mais voilà, je m'attarde quand même un gros moment sur les régimes totalitaires et la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est le sujet qui m'intéresse, et aussi je sais que c'est un sujet qu'ils attendent énormément. Je sais que les guerres, dès la 6ème, ils me demandent quand est-ce qu'on va faire ça, ce qui est un peu tragique en soi, parce que vous vous dites quand même que les gens sont fascinés principalement par les moments les moins glorieux de notre histoire, hein. Ça les intéresse pas du tout les choses qui sont sociales, culturelles, voilà, c'est surtout la guerre, l'aspect militaire finalement, qui, même si aujourd'hui c'est plus qu'on préconise d'enseigner dans les programmes scolaires, c'est ce qui reste majoritairement le plus frappant et que les élèves, retiennent le plus. Voilà. Et écoutez, je pense que vous allez avoir de quoi faire, de quoi m'écouter blablater pendant un petit moment. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les cours que vous aimez enseigner si vous êtes prof, ou que vous aimiez écouter, ou que vous aimez si vous êtes élève ou d'anciens élèves. Et encore une fois, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.